Salut tout le monde! On vous retrouve pour la deuxième semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en écoutant donc notre première vidéo donc de présentation. Donc le super duo, j'appelle ça la saga des vidéos de Marie-Aline et de Sandrine, puisque on revient vers vous encore aujourd'hui pour continuer sur les messages qu'on souhaite échanger avec vous autour du burn-out, donc de l'hypersensibilité, de ce qu'on a pu constater pendant ce burn-out qu'on a vécu. Donc Marie-Aline, il y a encore. Oui. Moi, je dirais que je suis encore dans ma thérapie, même si aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux. Et donc après la présentation de la semaine dernière, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Marie-Aline, n'est-ce pas? Oui. Oui, on va attaquer le vif du sujet, de savoir qui on était avant notre burn-out. On n'a pas vécu du tout le même burn-out comme on a expliqué déjà dans la première vidéo. Exactement. Je commence ou... Vas-y, okay, on y va. Alors, avant ce burn-out, j'étais plutôt une personne très ouverte, très sociale. Je sortais énormément, j'allais dans les bars, les restaurants, les concerts. Voilà, donc en plus des concerts plutôt très dynamiques, puisque je fais partie des rockers de l'île de la Réunion. Donc voilà, donc les pogos, ce genre de choses, c'était c'est quelque chose qui bougeait pas mal. Plutôt une personne très dynamique, très vivante, hyper active. J'ai pas ma langue dans la poche aussi. Bon, ça, c'est toujours resté. Sans blague. Mais voilà. Donc, le burn-out fait qu'à un moment donné, on s'efface et il y a certaines choses qu'on n'arrive plus à faire. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on était avant, j'ai une phobie sociale qui s'est créée. Voilà. Donc, mine de rien, vous voyez, elle disait qu'on n'avait pas vécu le même burn-out, mais il y a des choses, vous allez voir, qui sont quand même similaires. Et pour le coup, chez beaucoup de personnes en fait qui vivent le burn-out, ça se retrouve. Oui, c'est ce côté un petit peu isolement, devenir un petit peu asocial, d'avoir du mal à communiquer avec les gens. C'est-à-dire que voilà, on a un stade où, comme on fréquente énormément de personnes dans notre travail, après ça dépend de quel travail vous faites. Moi, j'avais affaire à beaucoup de personnes. Je suis arrivée à un stade où sortir de chez moi, repartir dans des bars, des concerts, après il y a eu le Covid, c'est vrai qui a fait que ça a un peu limité, mais quand ça a pu commencer à se réouvrir, j'ai constaté que je n'arrivais pas à rester dans une pièce fermée avec plus de 5-6 personnes. Je suffoquais, j'arrivais pas à boire, c'était très très dur. Donc, alors je vous dis pas les réunions au travail quand vous êtes plusieurs, ça devenait très complexe. J'avais des gouttes, je transpirais, j'avais les mains qui tremblaient, j'arrivais pas à respirer. Enfin voilà, c'était quelque chose de très difficile à gérer. Et on ne se rend pas compte qu'on est en burn-out, alors on s'imagine plein de choses, on se dit peut-être qu'on a eu le Covid, puisque c'était la période du Covid, on se dit je suis fatiguée, on cherche plein de choses, le médecin cherche plein de choses aussi, et donc on reste avec nos symptômes, et c'est très compliqué pour une personne comme moi qui a eu l'habitude d'être très sociable et de voir beaucoup de personnes, de me retrouver à être très limitée dans mes mouvements et dans mes rencontres. Je ne vois plus grand monde à part un petit quota d'amis qui ont l'habitude et qui savent ce que je vis actuellement. Donc le burn-out vous fait changer votre vision de la vie et vos ressentis. Donc c'est très très complexe de se retrouver à se lever le matin en se disant aujourd'hui il faut que je tienne, faut que je vois mes collègues, faut que je supporte les embouteillages, faut que je sens les énergies des gens dans les voitures qui sont à côté de moi, qui sont en train de crier, en train de râler parce qu'on est coincé dans les embouteillages et tout. Rien que ça, j'arrivais au bureau et j'étais épuisée, obligée de prendre des calmants, des Xanax, des trucs comme ça pour pouvoir gérer ma journée parce que je vibrais, je gérais pas du tout mon corps et ça devenait très 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 compliqué pour continuer à travailler.
Voilà. Et donc, quand vous êtes comme ça, vous êtes aussi en surmenage émotionnel, puisque vous essayez de contrôler votre corps qui part en sucette. Voilà le terme. Il n'écoute rien, en fait, le corps. Voilà. Tu lui demandes d'aller à droite et non, il va à gauche. C'est ça. Et donc, les gens viennent vous parler et vous êtes... Mais quand est-ce qu'il part? J'en peux plus. Je ne tiens plus parce que tant qu'il est là, je ne peux pas. Donc, vous tenez, vous bloquez votre corps, vous le bloquez. Après, quand il craque, c'est l'horreur. C'est pire que tout. Et voilà. Donc, moi, j'ai vécu 2 ans comme ça. Je suis encore actuellement en train de le vivre. Voilà. Il y a une question qui me vient, du coup. C'est super intéressant ce que tu disais. Et dans cette phase, en fait, que tu as eue, de prendre conscience que tu t'isolais, etc., est-ce que du coup, tu as eu des signaux quand même physiques, des crises ou des moments difficiles au niveau santé? Oui. Bon, du coup, on a bien compris, on ne les écoute pas. Mais pour le coup, quel type de symptômes tu as pu vivre? Alors, moi, j'ai eu pas mal de symptômes. Le premier, comme je disais la dernière fois, c'est sur la route, puisque bon, je faisais pas mal de routes, puisque je travaille entre 2 villes qui sont à l'opposé sur l'île de la Réunion, entre Saint-Denis et Saint-Pierre. Et on a une route qui est très connue, qui s'appelle la route en Corniche, qui est une route qui est la plus chère du monde actuellement, en construction. Et j'ai failli finir dans le décor. Heureusement qu'il y avait un embouteillage, que j'ai réussi à comprendre que mon corps était en train de me lâcher et que je suis arrivée jusqu'à la station-service. Donc j'ai fait une sorte de crise de spasmophilie, mais en même temps, crise de spasmophilie, mais en n'étant pas dans mon corps. C'est un peu bizarre à expliquer. C'est un peu bizarre ça. Voilà. Énergétiquement, on appelle ça une sortie astrale. D'accord. Mais voilà, donc je n'étais pas dans mon corps et je suis partie, quoi. C'était très compliqué. Donc ça, c'est un des premiers symptômes que j'ai eu. Donc un peu incapacité de conduire correctement, puisque chaque fois que je prenais le volant, je croyais que j'allais partir, voilà, dans le décor. Les autres symptômes sont arrivés après, je me suis mise à énormément vomir. C'est horrible parce que moi, vomir, c'est une phobie pire que tout. Alors, je me suis retrouvée à vomir car je n'avais pas vomi depuis mes 8 ans. Je vais faire de la délation, mais c'est quelque chose de famille, ça, la phobie de vomir. C'est horrible. Donc, ça a commencé pour les fêtes. Alors, les fêtes de fin d'année, Noël et tout, je me suis dit, bon, peut-être que je suis allergique aux huîtres, je peux plus supporter l'alcool et tout. Et non, ça continuait. Janvier, février, mars, je continuais à vomir et tout. Et dans ces périodes-là, tu avais des vacances ou Alors, je bossais, j'avais parce que bon, les vacances, je prenais toujours 1 semaine ou 2 jours ou 3 jours, mais c'est pas vraiment un vrai repos. D'accord. Donc c'est compliqué d'avoir la totalité de ces d'avoir en rallonge, en plus en plein Covid, vous pouvez pas on sort pas vraiment, donc il n'y avait aucun intérêt de prendre de grands congés, et de toute façon j'en avais pas puisque j'avais été embauchée en 2019, donc j'en avais pas énormément. Ok. Mais les arrêts maladie ont commencé à arriver vers juillet, août. Parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais arrivée au stade où j'étais même tombée dans les pommes, dans les toilettes. Personne ne s'en était rendu compte au travail et tout. Voilà. Ouais. Je sortais, j'étais verte, j'étais pas bien, je n'arrivais pas à gérer mon corps. Donc le médecin avait décidé de m'arrêter un peu pour voir ce qu'il en était et tout. Donc elle a pensé que c'était mon estomac, donc j'ai eu le droit à tous les examens inimaginables qu'on fait parce que voilà, on dit ça y est, une hernie hiatale, machin, enfin voilà, en fin de compte l'estomac il a rien du tout. Donc je repars travailler avec des médicaments, mais ça passe toujours pas. Voilà, pendant 1 mois ou 2, ça va à peu près parce que les médicaments ça aide un peu, mais toujours pas la capacité de voir des gens, de supporter les humeurs, voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à ne plus pouvoir avaler ma salive. Alors, vous voyez les chiens qui bavent, les trucs qu'on voit à la télé, j'étais pareil,
Donc en pleine période de Covid, c'est super, vous avez le masque et vous n'arrivez pas à avaler votre salive et vous vous trimballez avec des Kleenex parce que vous bavez. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une maladie imaginaire, j'ai un truc, je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Donc impossibilité d'avaler la salive, donc impossibilité d'avaler les médicaments. Donc petit à petit, ça a commencé à plus pouvoir avaler du liquide, avaler de la nourriture. Donc au final, c'est un peu comme de l'anorexie, hein. Donc le médecin commence à vous donner des anxiolytiques pour vous détendre. Donc vous prenez des anxiolytiques, vous continuez à travailler parce que il faut travailler. Donc vous faites abstraction, vous dites ouais non mais là ça doit être mon corps, il y a quelque chose mais bon ça va passer, c'est peut-être le Covid, on a du mal à gérer l'ambiance actuelle et tout. Donc je n'écoute pas, je continue. Et puis ma famille aussi m'incite à aller, non mais tu as un travail. Rebooste-toi, ça va passer, ça doit être ton estomac, ne t'inquiète pas, évite d'y penser. Alors le truc, évitez d'y penser, car vous souffrez le martyre, vous tordez en deux. Ça c'est comme quand tu dis à un enfant, ne touche pas les choses qu'il y a sur la table, tu es sûr qu'ils vont toucher. Voilà, c'est ça. Voilà. Et votre corps, vous lui dites, non je ne dois pas t'écouter, mais lui, et que je te tords dans tous les sens. Ah ouais, tu veux manger? Non mais tu vas voir, moi je vais te faire de façon à ce que tu avales que dalle. Voilà, donc à un moment donné, vous en pouvez plus, mais vous tenez. Et puis vous avez cette pression au travail qui continue. Parce que comme par hasard, vous n'êtes pas la seule à avoir craqué. Donc le personnel, petit à petit, il disparaît. Donc vous vous retrouvez toute seule à faire un boulot d'une, deux, trois. Voilà. Mais on vous dit, mais fais ton travail, finis ta journée. Après, quand tu rentres chez toi, tu ne penses plus. Sauf que déjà, vous êtes en souffrance parce que vous avez un truc qui ne va pas. Vous gérez en plus le manque de personnel, les ladis-la-fée, comme on dit chez nous à La Réunion. Et vous tenez. Mais vous rentrez chez vous, vous pleurez tous les jours. Vous pleurez tous les jours. Vous êtes une épave. Vous n'êtes même plus capable d'aller faire du sport parce que c'était peut-être le seul truc qui vous permettait de vider un peu votre tête. Mais comme votre corps ne suit plus, voilà, vous faites quoi? Vous vous levez, vous gérez toutes vos nausées et tous vos symptômes, vous retournez au travail épuisé, mais vous faites toujours comme si rien n'était, mais sauf que vous souffrez le martyre. En plus, il faut porter le masque. Alors, quand vous avez envie de vomir, porter le masque. Enfin, ça a été... moi, j'ai vécu 2 ans d'enfer. 2 ans d'enfer. Et à un moment donné, donc moi, j'ai tout testé. Médecin, truc, pas trouvé. Voilà. Je suis allée voir un énergéticien. Et l'énergéticien, il m'a dit, ouh là 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 là, pouf. Alors, il faut arrêter de prendre le malheur de la terre entière. Ça aussi, c'est facile à dire. Ouais, consultation pour entendre ça, c'est top. Donc, je l'ai regardé, je fais, ah ouais, on fait ça comment? Non, parce que comme je gère je sais pas combien de personnes, je fais ça comment? Ah oui, mais il y a des techniques. Donc, j'ai commencé à apprendre des techniques énergétiques, sachant que de base, j'y croyais pas plus que certains d'entre vous qui vont écouter la vidéo. Voilà, mais je me suis dit, au point où j'en suis, tu tentes tout. Ouais, on peut tout tester. Parce que là... on peut pas être plus mal, en fait. J'en peux plus, je peux plus continuer comme ça. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des bulles de protection. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. J'ai commencé donc l'énergéticien, je le voyais toutes les semaines. Il a remis mes auras en place parce que mes auras, elles étaient plus sur moi. Donc, je penchais continuellement à gauche, je marchais avec une canne. Donc, imaginez un peu, alors l'estomac, la canne, le truc. J'avais l'impression d'avoir 90 ans. Même ma grand-mère de 100 ans, elle était plus fraîche. Et quand on s'est présenté la dernière fois, on a quel âge? Rappelle-nous. 42 ans. D'accord. Et c'est arrivé, j'avais 40 ans. Okay. Ça fait 2 ans que je le supporte. Elle a pris le double. Voilà. En l'espace du burn-out, elle a pris le double. Physiquement, mentalement. Voilà. Donc voilà, donc ça a commencé à aller un peu mieux. Donc je gérais et tout. Sauf qu'il faut savoir que même si vous apprenez des techniques pour aller mieux, quand c'est pas fait pour vous, votre corps il continue. Donc pendant 6 mois j'étais tranquille et puis un jour ça a recommencé. Donc re-arrêt maladie. Et là, vous commencez à perdre des kilos parce que c'est de plus en plus grave parce que là, vous ne pouvez rien avaler. Même le médicament qui va vous permettre de vous alimenter, vous n'arrivez pas à l'avaler. Et on vous dit, ouais, mais tu l'écrases dans l'eau. Mais je ne peux pas boire, donc je fais comment?
Donc vous allez voir les médecins, vous allez aux urgences, vous allez SOS médecin et tout, ils vous regardent. Voilà, donc vous gérez, vous continuez à faire votre truc énergétique, vous continuez à trouver d'autres solutions. Voilà, donc vous allez faire du yoga, vous allez faire du tai chi, vous faites plein de trucs, donc ça aide, ça remet quand même en équilibre. Mais le corps, à un moment donné, il vous dit, bon, moi étant chamane, il m'envoie des messages en me disant, lâche prise. Alors je vois mon énergéticien, ils disent lâche prise, mais qu'est-ce qu'il veut dire vers lâcher prise? Parce que bon, on peut pas faire plus lâcher que léger, puisque puis il n'y a plus rien qui marche. Voilà, il me fait, ah non, c'est pas ça le lâcher prise. Il faut que tu arrêtes de prendre tout ce qu'il y a autour, les avis, les machins et tout. Bon, je me dis, je vais tenter. Ce qui est très difficile, très difficile, parce qu'on a quand même un ego, on est des humains, on a un côté animal où on est toujours en défensive sur ce que pense l'autre ou pas. Donc, on prend, mais on essaye de rester, oui, ça va, merci, tu m'as traité de conne, mais je t'adore. Voilà, donc on essaye de garder, et à un moment donné, non, c'était pas ça, le lâcher prise. Donc, vous explosez, un petit truc de rien du tout vous fait éclater. C'est-à-dire que là, c'est plus possible. Là, c'est au maximum du maximum. Et là, vous lâchez tout. Et donc là, certains ne se lèvent plus. Moi, ça a été, je me mets à crier et à dire, allez tous vous faire voir. Voilà. Et le soir même, j'ai fait crise de tétanie, hyperactivité, spasmophilie. Sans pouvoir manger ni boire, j'ai fini aux urgences avec une piqûre sur les fesses pour calmer tout. Et pour pouvoir boire et manger, parce que même un Doliprane, je ne pouvais pas le prendre. Et j'avais un mal de crâne depuis 14 h de l'après-midi. J'ai été à 3 h du matin. Donc plus la tétanie, la spasmophilie, l'hyperactivité, ma famille croyait que j'allais mourir ce soir-là. Donc le lendemain, quand je me suis réveillée de tout ça, je me suis dit, ok, le lâcher prise, ça voulait dire, mais casse-toi, arrête. Arrête, tu peux plus, ton corps, il te dit, c'est pas pour toi, tu peux plus. Tu peux plus, tu arrives plus, c'est pas fait pour toi. Voilà, donc c'est très difficile parce qu'on est dans une société où on nous dit il faut gagner son salaire, tu as un boulot, tu as un super salaire, tu dois payer tes impôts, tu dois payer ta voiture, tu dois payer machin et tout. Mais ouais, mais si ton corps il en peut plus, tu fais comment? Tu attends de finir dans un cercueil pour pouvoir payer? Tu payeras pas plus non plus, hein, donc voilà. Donc, oui, c'est vrai que la société, nos parents, notre famille nous disent oui, mais bon, il faut y aller. Ouais, mais si mon corps peut pas, je fais comment? Je vais en fauteuil roulant? Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, en fait, le corps, c'est un vrai instrument. En fait, c'est votre instrument de vie. C'est celui qui vous permet de faire tous les gestes de la vie courante et aussi de pouvoir aussi mener votre vie comme vous l'entendez. Mais ce que dit Marie-Aline, c'est juste, c'est qu'à un moment donné, cette question, elle vient, c'est-à-dire qu'on a beau essayer tout ce qui est possible sur cette terre, mais on en revient toujours au même point, c'est que je m'en sors pas, je suis encore dans la même situation et je vais faire comment? Et encore plus flippant quelque part, c'est que le corps, lui, il te dit, moi je fais la grève, quoi. C'est ça. Moi j'ai décidé de gréver. Alors si toi maintenant tu as envie de continuer à aller bosser, faire plaisir aux gens et à avoir le sourire, comme on dit, le sourire de clown, et de mettre ton super costume de responsable ou de manager, vas-y, mais sans moi. Alors là, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te sens vachement démuni en fait. C'est que tu te rends compte que d'une part, tu es abandonné en fait par l'extérieur, mais le plus flippant en fait, c'est que tu es même abandonné par quelque chose qui t'est propre, c'est-à-dire ton corps, toi-même, tout simplement. Donc tu arrives même plus à te contrôler. Donc les psychiatres appellent ça des crises de nerfs, ou sinon carrément la paralysie, hein, puisque toi c'était l'inverse. Donc voilà. Donc si vous allez voir un psychiatre, c'est pas parce que vous êtes fou, hein, je vous rassure. C'est que le psychiatre, il est là pour pouvoir calmer un peu tout ça. Donc, on finit pas tous en hôpital psychiatrique. Hein. Oh, Dieu merci. Voilà. Je dis pas que c'est pas bien, mais il y a des personnes qui ont peut-être besoin de ça justement pour sortir vraiment de ce trou noir. Mais Dieu merci, on passe pas tous par cette étape-là. Et nous, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Et on croise les doigts parce que le burn-out aujourd'hui, pour Marie-Aline, elle essaie d'en sortir, et pour moi, j'ai déjà fait un petit chemin sur le sujet. Et il n'est pas encore terminé, mais la récidive, elle est là. C'est qu'on a un fonctionnement en fait qui est propre à chacun d'entre nous
Et quand on vit des situations comme ça, le travers, c'est qu'on peut reproduire à nouveau cette situation. Oui. De se laisser encore dépasser par le monde dans lequel on vit, de se laisser dicter par le monde professionnel dans lequel on est. Et on n'est pas à l'abri de recommencer. Donc c'est un vrai travail sur soi, quelque part, qu'il faut mettre en œuvre à ce moment-là. Et ça aussi, ça fait peur. Ouais. Parce qu'à un moment donné, se mettre en face de soi-même et devant un miroir en se disant « mais regarde, ce que je suis, c'est-à-dire pas grand-chose ». Et là-dedans, c'est encore moins positif, on dira. On fait quoi? On fait quoi? Et ça, c'est pas simple de se dire à un moment donné, je me remets aussi en question. Et ok, il y a des choses, il y a des facteurs extérieurs qui ont accentué quelque part aussi la situation dans laquelle on est. Qui ont été une grande partie, en tout cas, de notre arrivée dans le burn-out. Mais en même temps aussi, on a le choix dans la vie. Et ça, je pense qu'on ne se rend pas compte, en fait, qu'on a ce choix de dire non à un moment donné. Et pour le coup, avec ce que je pense que tu exprimes, c'est que c'est pas la voix qui parle, là, c'est le corps qui te dit non, 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 arrête-toi, c'est pas pour toi. Il faut à un moment donné, tu te casses. Mais non, parce que tu es tenu par je ne sais quelle motivation, après chacun a ses propres motivations, de rester dans cette souffrance, dans cette douleur. Et là, c'est là le plus grand fracas, en fait. C'est qu'on attend trop tard le fait d'écouter ces signaux-là et d'accepter vraiment de faire stop, non. Je sais aujourd'hui, je vais réfléchir sur ce que je ne veux plus. Souvent, on réfléchit à ce qu'on veut. Mais là, pour le coup, quand on est en phase d'être en burn-out où on y va, si j'ai un conseil en tout cas à vous donner, posez-vous la question, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Quel est votre seuil de tolérance? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une fois que ça va être dépassé, ça c'est mort. C'est non négociable. C'est quelque chose sur lequel vous ne passerez plus à partir d'aujourd'hui. Après, je suis d'accord avec Sandrine, mais dans le burn-out, il n'y a pas que de la négativité. Parce que moi, en 2 ans, j'ai fait un travail sur moi immense pour pouvoir guérir, justement. Et j'ai découvert une nouvelle personnalité, une nouvelle facette, tout à fait. des nouvelles capacités. Et aussi un terme qui était inexistant pour moi, qui s'appelait la patience. Et j'ai découvert que la patience, ça porte ses fruits sur pas mal de choses. Et voilà. Donc, le burn-out peut aussi vous apprendre à vous découvrir et à savoir qui vous êtes réellement. Et vous dire que c'est pas cette voie-là que vous devez prendre et choisir, quoi. Tout à fait. Voilà. Je partage. Nickel. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Moi, j'ai pris un plaisir à t'écouter parce que mine de rien, on parle toutes les deux, mais voilà, il y a des tronçons de ce parcours qui sont encore méconnus. Ça. Et le fait qu'on échange aussi, vous apprenez des choses et moi aussi quelque part. Voilà, en tout cas, on vous fait plein de gros bisous à tout le monde, voilà. Pour tous ceux qui nous regardent. Et la prochaine fois, ça sera elle. Et la prochaine fois, c'est moi. Allez, ciao. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.